l'inquiétude par rapport à ces marches. Moi, j'ai envie de voir, comme tu dis, par exemple, le Premier ministre qui a pris un engagement solennel devant les députés. Devant les députés, au cours de son, vous appelez ça, son programme, oui. Et il a dit clairement qu'ils feront les réformes. Jusque-là, il est devenu calme. Il est devenu mieux communicable comme communicable. Il ne parle plus. J'ai envie aussi que, clairement, au niveau du parti uni, qu'on puisse, puisque c'est le parti au pouvoir, nous dit clairement, aujourd'hui, aussi ce qu'on veut. Parce que pour le moment, moi, c'est comme j'ai l'impression que c'est les journalistes qui font le débat. Et les acteurs politiques ne parlent que de marche. Oui, non, pas même ça. Et les acteurs politiques aussi se cachent pratiquement derrière les médias. J'ai envie qu'eux-mêmes se prononcent réellement pour nous dire qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, au niveau de l'opposition, ils sont là qui veulent les réformes. Mais il y a deux ailes. Il y en a qui disent, oui, les réformes, ok, mais avec une petite transition pour permettre à l'actuel chef de l'État de pouvoir encore peut-être briguer un dernier mandat. Il y en a qui disent non, niet, ce n'est pas possible. Et moi, si tu demandes mon avis, je te dirais, je fais partie de ceux qui pensent que les réformes sont nécessaires et que s'il le faut, au nom de l'apaisement, on laisse encore l'actuel chef de l'État se présenter, quitte à le battre dans les urnes, mais se présenter aux élections, avoir les garanties des élections crédibles, transparentes, libres, démocratiques. Voilà, c'est le terme. Avoir toutes ces garanties, et le chef de l'État actuel se présente avec le nouveau test. Moi, je fais partie de ceux-là. Maintenant, s'il est battu dans les urnes, il part. Mais s'il n'est pas battu, il va faire les 2 mandats. Et quand il est fait, on sait qu'il sait lui-même que les tests sont tellement verrouillés que c'est fini. C'est la fin de c'est la fin. Je préfère ça que le statu quo actuel. Parce que le statu quo actuel n'arrange personne. Ni toi, ni moi. Ni nos enfants, ni les enfants de nos enfants. Parce qu'on doit voir au-delà de notre personne. On doit voir le Togo dans 50 ans, dans 100 ans. Alors qu'on s'est démontré partout dans le monde, en tout cas les pays développés, nous nous avons montré que pour qu'un pays se développe, il a besoin que la richesse du pays soit partagée. Et la richesse du pays partagée veut dire quoi? Qu'il y a eu plusieurs tendances qui arrivent aux commandes de l'État. Ainsi, et que chaque citoyen rêve de présider un jour à la destinée de... Voilà. Voilà, nous allons observer une courte pause et revenir juste après ceci. Le Togo, au-delà de 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, c'est le désir de tous. C'est pourquoi le 26 avril 2014 dernier, le chef de l'État, dans son message, a parlé de léguer aux générations futures un Togo prospère, un Togo exempt de difficultés. Et si on revenait un tout petit peu sur ces paroles du chef de l'État. Oui, justement, vous savez, le chef de l'État, comme on dit, est un homme qui veut inscrire le Togo dans la durée, c'est que le long terme. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes confrontés à certaines difficultés par rapport à certains points, certains sujets. Les Togolais, franchement, beaucoup arrivent à s'offrir 2 repas chauds par jour, beaucoup arrivent à inscrire leurs enfants, beaucoup arrivent quand même à se donner le juste essentiel. Si dans les discours du chef de l'État, il veut que le Togo, dans les années qui vont suivre, soit un pays où il pourra du miel et de lait à volonté, je crois que c'est bien. Mais avant d'en arriver là, je crois qu'il y a quelques ingrédients qu'il faut ajouter à la chose. Et ces quelques ingrédients, c'est par rapport à ces réformes-là. Tantôt, le président de la première puissance mondiale a dit que non, en Afrique, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'on dise que tel c'est un l'homme fort, comme on appelait Blaise Compaoré, l'homme fort. Mais il faudrait des institutions, il faut que les institutions aient plus de poids, plus d'envergure que les hommes. Là,
quoi qu'on dise, ces gens-là, ils se donnent l'étiquette d'hommes forts là, se soumettant à la puissance de ces institutions-là. C'est ce qui crée un peu le dégel par rapport à certaines démocraties que nous admirons tant. La dernière fois, au cours d'un débat, on dit, mais au niveau de la France, le président français, François Hollande, est au plus bas dans les sondages et tout ça, mais pour autant, les Français n'ont pas pris d'assaut les rues et tout ça. Je dis, mais le mécanisme est très simple en France que on n'a pas besoin de prendre d'assaut les rues. Parce que, après le quinquennat de Hollande, il appartiendra au peuple d'aviser. Sarkozy était venu, il a fait son petit Puisque malin. le peuple a confiance en ces institutions. Voilà. Donc, Sarkozy est venu. On pensait entre-temps qu'il même régentait les institutions de la République, mais les Français lui ont dit que non. La France, c'est la France. Les institutions restent au-dessus des hommes. La preuve, il est dans les bails de la justice. Il est parti. Hollande aussi est venu. Il est au plus bas des sondages. 5 ans après, les Français vont aviser et puis le mettront à la touche pour faire chose. Donc, c'est ce que nous voudrions, que la même dynamique s'installe dans notre pays. C'est que les institutions soient plus fortes que les hommes. Là, tous les candidats qui partiront de la course sauront qu'ils partent sur des bases égales de chances de réussir à la fin. On ne dira pas tel a été favorisé par telle ou telle autre institution de la République. Donc c'est la dynamique à laquelle nous souhaiterions qu'on en arrive là. Si aujourd'hui on est là à se tirer des balles dans les pattes, pour peu on se rentre dedans, je crois que c'est par rapport au peu de crédit qu'on accorde un peu à ces institutions. Ces institutions, on ne les force pas de jouer le rôle de X ou Y, mais ces institutions d'elles-mêmes font le jeu de certains. C'est ça qui fausse un peu les règles de jeu. Sinon, je n'ai jamais vu le chef de l'État appeler les institutions et leur dire que faites-moi mon jeu. Non, c'est que ces mêmes institutions ne rendent pas service au pouvoir actuel ou bien sûr à qui sont choses. C'est ça qui fait que certains commencent à dire que non, si on prend le départ de la course, au finish, ça serait toujours le même résultat. Donc, il va falloir que les institutions de la République prennent un peu plus de hauteur et qu'elles jouent le rôle d'absolue neutralité et qu'au finish, certains puissent se retrouver dans les résultats qu'ils auront réalisés sur le terrain. Ça, j'en viens à ça. Maintenant, par rapport aux réformes, moi, je me dis que je suis un peu mal à l'aise, un peu triste dans ma peau que toutes les fois on nous rappelle à l'ordre sur l'urgence de ces réformes à opérer. Tantôt c'est le groupe de 5 qui monte au créneau, tantôt c'est les églises. Non, tantôt c'est les églises, tantôt c'est X ou Y. Ça fait un peu mal. Et tout le temps, qui on étiquette pour le faire? C'est le pouvoir en place. Donc ça veut dire que le pouvoir a vraiment un rôle clé à jouer dans l'aboutissement au lieu des réformes que nous attendons. Sinon, on n'a jamais, quand le groupe de 5 sort, on n'a jamais interpellé l'opposition ni un quelconque parti à faire en sorte que les réformes aboutissent. Ça veut dire que le pouvoir a un rôle primordial à jouer par rapport à ces réformes-là qu'on voudrait voir s'opérer dans le pays. Donc, franchement, ça ne coûte pas grand-chose. Parce que si on veut lancer le pays, ça passe aussi par là. Je crois que les gens devront mettre leurs égos, leurs petits calculs quelque part très loin et mettre au devant l'intérêt national. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'au Ghana, il y a cette ferveur-là, ou même quand il y a des grandes manifestations, les anciens chefs d'État qui viennent ravissent même la vedette au président en exercice. C'est ça que nous souhaiterons voir. Aujourd'hui, c'est possible au Togo. C'est possible. On peut pas. Parce qu'au Togo, il n'y a pas encore un ancien président. Hein. Non, on n'en a pas vu. C'est que Faure, il a eu à faire de grandes choses. C'était pas évident en 2005 quand il prenait le pouvoir. Donc, franchement, cette histoire de rétroactivité ou bien de quoi là, ça c'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux qu'on lance aux gens. L'essentiel, c'est les réformes. C'est les réformes. C'est simple et net. Parce que le Togo ne saurait être ce îlot-là qui va s'isoler tout autour et on voit des choses bouger, que le Togo va se singulariser. Là, le danger peut être prêt. Plus, on a la main sur la manette et mieux on nous perd les réformes et c'est mieux que d'avoir la pression constamment pour maintenant opérer les réformes. Là, on perd le contrôle de beaucoup de choses en le faisant sous le fait de la pression. Donc là, c'est le petit conseil qu'on peut donner. Voilà, en tout cas, ça c'est en politique, mais également au niveau de la société, comme on a eu à l'annoncer dans l'introduction, il y a 3 organisations de la société civile qui étaient face à la presse hier pour l'informer de son appel aux populations, 4 organisations de la société civile,
qui a lancé un appel à la société, donc aux citoyens togolais, de boycotter les services de téléphonie et activités connexes le 19 novembre et le 20 de boycotter les services des stations de vente des produits pétroliers. En tout cas, Pakoum de Sey, vous y étiez. De quoi s'agit-il réellement? Oui, il s'agit de... vous savez que dans notre pays, les services téléphoniques coûtent extrêmement cher. En plus de cela, il y a je dois dire que ce qu'ils nous offrent, ce que les sociétés de téléphonie nous offrent comme service, c'est un peu calamiteux. Et donc, ces associations... C'est vrai que ces derniers temps, il y a déficit de connexion Internet. Tout à fait. Donc, tout ça la rentre dedans. Oui, donc ces associations ont jugé bon, puisque la fois dernière, elles ont envoyé ou sortir... elles ont sorti donc une déclaration invitant le gouvernement à revoir sa copie, mais jusqu'à présent, ça ne prend pas. Donc, elles ont jugé bon donc d'appeler la population à boycotter ces services téléphoniques parce que elles estiment que tout d'abord le coût est élevé et puis le service que ces sociétés nous offrent, ce sont des services qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc, pour forcer ces sociétés-là à nous offrir, à améliorer leurs services et puis à diminuer un peu le coût des services téléphoniques, ces associations ont appelé les populations à boycotter les services téléphoniques le 19 novembre 2014. Donc, c'est le mercredi 19 novembre demain. 2014. Demain, donc, non, demain c'est... C'est demain? Oui, si. Demain, mercredi 19 novembre 2014. Donc, demain, elles appellent toute la population à éteindre leur téléphone et à ne pas payer les crédits de communication, à ne pas passer des coups de fil et pour permettre, puisque c'est, selon leur explication, c'est un combat d'ordre national. Vous savez que au plan national, la communication coûte cher, l'Internet n'est pas au point, il y a des problèmes au niveau de la connexion, tout ça là, ça pose un peu de problème. Et maintenant le 20, ils appellent également à boycotter les services de vente de pétrole. Voilà, le 20, elles appellent à boycotter les services des stations de vente de produits pétroliers. Vous n'êtes pas sans savoir que le prix du baril du pétrole au plan international a chuté considérablement, mais le gouvernement refuse de pratiquer la vérité des prix. Et alors que à la dernière augmentation des prix des produits pétroliers, le gouvernement avait pris un engagement de pratiquer la vérité des prix, c'est-à-dire que lorsque le prix à l'international va chuter, eh bien, lui aussi il va baisser le prix de vente des produits pétroliers à la pompe, mais jusqu'à présent, le prix a chuté considérablement, mais le gouvernement a maintenu toujours le prix actuel. Donc, ces associations-là invitent les populations à boycotter les services de stations de vente de produits pétroliers au niveau, sur toute l'étendue du territoire. Cette action, c'est pour le 20 novembre 2014. Donc jeudi. Voilà, Tchakala, rapidement par rapport à cet appel à boycotter les 19 et 20, les services de téléphonie et également de vente de produits pétroliers. Quelles peuvent être les conséquences économiques? Oui, les conséquences économiques seront tellement importantes, seront grandes. Et vous savez, c'est tellement osé le terrain sur lequel ces associations ont été lancées. Je comprends un peu leur ras-le-bol. Je comprends un peu qu'elles sont dégoûtées par rapport aux services qu'on leur offre. Mais franchement, moi, je vois très mal la mayonnaise prendre.
parce qu'aujourd'hui, le téléphone, les téléphonies mobiles, l'Internet, c'est un outil de travail. C'est vrai, ils voudraient qu'on nous offre de meilleures prestations de services. Mais ça allait demander à chaud. Moi, je crois qu'ils devraient mettre la pression. Je ne sais pas si c'est une façon de mettre la pression sur ces sociétés de téléphonie mobile. Là, moi, je crois que c'est peut-être ça, c'est peut-être la pression. Je crois que sur ce plan, ils auront quand même un peu de difficulté à faire respecter un peu ce mot d'ordre. Mais s'agissant des produits pétroliers, moi, j'adhère entièrement à ce principe parce qu'on ne peut pas concevoir que le prix du baril soit à son plus bas niveau depuis 2010, je crois, à son plus bas niveau, et qu'on ne daigne même pas faire valoir sur le marché la vérité des prix. C'est inadmissible. Alors que le mécanisme même a été mis en place par les mêmes acteurs aujourd'hui qui font dos rond, qui ne veulent pas faire bouger les lignes. C'est extrêmement grave. On ne peut pas mépriser à ce point le consommateur au point de lui priver du juste essentiel qu'il faut. On ne demande pas de faveur, mais on voudrait seulement que la vérité des prix se manifeste sur le sol, soit respectée. Entre-temps, je crois que cette vérité des prix a pignon sur rue, que quand on augmente, là, on les voit nuitamment pondre des communiqués que non, vu vu la hausse du prix du baril au niveau de quoi, on monte de tel ou tel nombre de francs. Mais jamais on a eu cette élégance de faire baisser les prix quand les prix sont au plus bas. On vous dira que les stocks antérieurement pris sont encore là et c'est sur ces stocks-là qu'on marche. Ça ne fait pas du tout sérieux. Je crois que si ces associations-là sont sorties pour demander à ce qu'on boycotte les prix des produits pétroliers, moi je trouve ça d'un bon œil. Et c'est légitime parce qu'on ne peut pas flouer le peuple comme si lui n'est là que pour subir et sans avoir des droits à faire valoir sur le terrain. C'est inadmissible qu'on mène le peuple de cette façon. Non, nous avons aussi des droits. Et que aussi leur devoir c'est de faire baisser les prix quand au niveau du... Vous savez, on ne peut pas cacher, c'est comme au niveau de ceux-là qui décident de tout, ils veulent cacher le soleil avec leurs mains. C'est inadmissible. L'Internet est là, tous les gens même leur posent avec des chaînes internationales où ils voient un peu le cours du dollar et le cours des produits pétroliers sur le marché, le baril, tout ça. Donc, on ne peut pas nous cacher aujourd'hui cela. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines déjà que certaines associations ont levé le truc. La presse même avait relayé ça. Mais ça a laissé froid, ça a laissé de barbe ceux-là qui sont censés assurer ce mécanisme de vérité des prix. Là, je trouve que c'est du mépris à l'endroit des consommateurs et il va falloir que nous agissions. Et nous entendons accompagner cette dynamique du boycott des produits pétroliers. Voilà, Loïc Lawson, nous en sommes là avec la société cette fois-ci, avec ces 4 organisations qui appellent le 19 à boycotter les services de téléphonie et le 20 à boycotter les stations de vente des produits pétroliers. Vous savez, et ça aussi, ça fait partie du processus démocratique dont on parle. La démocratie, c'est aussi cela. Mais sauf que chez nous, vous savez, l'idée en soi de demander à la population de boycotter, c'est possible sous d'autres cieux. Parce que c'est tout un processus. D'abord, il faut que les organisations qui demandent ça soient des organisations crédibles. Vous savez, je connais des pays ou des villes africaines, en capitale africaine, où quand les consommateurs disent aujourd'hui, les associations, que tel produit, on le boycotte, ça le boycotte. Quand ils disent le transport, là, le matin, le transport, il n'y a pas. On en a vu une fois, c'était au Sénégal avec le boycott du pain. De Dakar à Niamey, mais je te dis, quand le syndicat des transporteurs à Niamey dit aujourd'hui qu'aucune voiture ne roule, le gouvernement se plie à genoux pour demander pardon. Il n'y a pas de manipulation dans ce sens à leur faire, ou à appeler comme on sait faire ailleurs, des gens dans le coulisses, et on leur tend des morceaux du pain comme tu dis, quelques enveloppes, et puis tu... D'abord, il faut partir du fait que les associations ne sont pas assez respectueuses. Oui, le problème c'est que des fois, sans vous couper, le problème c'est que des fois, quand certaines associations appellent à boycotter, d'autres sortent et appellent à respecter. Ça veut dire que les gens ne parlent pas d'une même voix. C'est ça la manipulation. Vous savez, c'est aussi en cela que, quand je faisais le parallèle avec tout à l'heure la démocratie, l'alternance, quand on connaîtra avec le temps d'autres personnes viendront aux commandes, d'autres partis politiques, le CAR viendra diriger, l'UFC viendra diriger, l'ANC viendra diriger le Togo, je vous dis,
ça part comme une roulette russe. Hein, ça, tout part. Quand le pays commence à fonctionner comme ça, tout change immédiatement. Tout. Y compris les comportements. Les comportements des citoyens. Alors, quand on appelle à boycotter comme cela, rapidement, toute la population de Côte Tchakala est pertinent en disant que c'est vrai aujourd'hui avec Internet c'est compliqué. Mais je te dis que si les Togolais veulent que ça cesse, qu'on cesse de les arnaquer au niveau de la communication, sur le plan de la communication et l'Internet, ils peuvent sacrifier une journée pour dire, allez, trop c'est trop. Autant pour le carburant. Tout le monde crie que le prix du baril a chuté. Mais ceux qui sont aux commandes, ceux qui sont chargés au ministère du Commerce, cette cellule qui est chargée de revoir les prix à la baisse, parce qu'il parle de vérité de prix, ils refusent de le faire parce que certaines personnes ne sont jamais rassasiées. Ils sont mes basses sur les... Il y a des personnes qui ne sont jamais rassasiées. Tu te demandes combien qu'on fait s'ils broutent de l'argent. Ils ne sont jamais rassasiés. Alors, on dit le prix du baril a diminué. Diminuez le prix. Mais je te dis, si demain matin, le prix du baril augmente, ils seront les premiers à augmenter le prix. C'est-à-dire, la nuit, on ne vous prévient même pas, on augmente le prix et vous allez découvrir ça à la pompe. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça n'existe nulle part. Il faut qu'on arrête de lui dire. Moi, entre-temps, quand ils ont hésité, puisque ça fait plus de 3 mois que le prix du baril a chuté, hein, quand ils ont hésité, je me suis dit qu'ils attendent dans 1 mois le temps que le stock qu'ils ont finisse. Mais le stock là fait combien de temps? On consomme tellement de carburant. Le stock là fait plus de 2 semaines. Surtout avec les émigrants qui pilulent un peu partout aujourd'hui. On boycotte. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut boycotter. Et s'il faut même se rabattre ce jour-là, ceux qui veulent, on boycotte les stations d'essence parce que c'est elles. Et puis on se rabat sur les boudets si possible, même si je suis contre les boudets. Oui, par contre. Oui, et moi je voudrais rebondir par rapport à la crédibilité des associations qui lancent le débat. Vous savez, et si une lutte est d'intérêt national, je ne pense pas qu'il faille voir si c'est une association de couleur bleue ou de couleur rouge. C'est une lutte, c'est un constat, tout le monde constate. Étant donné que tout le monde constate que le baril du pétrole a chuté considérablement, ou bien chute considérablement, et que certaines associations ont pris le devant de mener ce combat, je pense qu'on n'a pas à chercher si ce sont des associations de couleur bleue ou de couleur rouge. Et il faut les accompagner. Et les accompagner ou non. Non. C'est-à-dire que tout le monde subit. Toute la population subit. Du moment où toute la population subit, les politiques s'occupent de la politique. Et que la société, au niveau de la société civile, certaines associations ont pris le courage à 2 mains de prendre le devant et d'appeler la population au boycott. Je pense que c'est une bonne chose. Une bonne chose. Donc, on ne doit pas avoir, vous savez, les syndicats, les centrales syndicales, tout ça là. Et c'est des gens, quand on fait des investigations, les gens nous disent que c'est des centrales syndicales au bottes, mais je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Donc, bref, ceux qui doivent prendre le devant, ils ne l'ont pas fait. Il y a d'autres qui ont voulu prendre le devant. Donc, je pense que c'est une bonne chose de les accompagner. Ne cherchez pas à voir. Et c'est quelle association, est-ce qu'elles ont la crédibilité? Du moment où c'est des associations qui se sont levées pour lancer ce mot d'ordre de boycott, je pense que la crédibilité vient à travers cette action-là. Ok, très bien. Et rapidement, je crois aussi que c'est le lieu de lancer un appel aussi aux organisations de la société civile, également aux syndicats, d'être un peu plus sérieux et surtout d'arracher eux-mêmes leur crédibilité des pas qu'ils posent sur le terrain. Ceci étant, nous retournons à la une du journal Courrier de la République. Après le vol de 2 milliards de nos francs, l'insatiable ministre tente de justifier l'injustifiable, le nom du président utilisé pour commettre le forfait. Tchakala, dites-nous, qu'est-ce qu'on est censé comprendre là? Tiens, le chef de l'État est en train de souffrir gravement dans les mains de ses ministres. Aujourd'hui, être ministre, ce n'est pas un sacerdoce où on vient pour se donner, pour faire avancer la République. On vient pour soigner ses comptes bancaires, on vient pour multiplier le nombre de zéros sur ses avoirs.
c'est la triste réalité. Les ministres aujourd'hui, tous sont dans le coup, rares sont ceux-là qu'on verrait se singulariser. La course au trésor, elle est lancée, et je crois que c'est un sprint que tous les ministres sont. Ils travaillent, ils font quand même un travail public. Ils sont dans la fonction. Ils sont nommés pour ça, ils sont payés pour ça. Et donc on ne doit pas voir leur salaire. Qu'ils aient cette hauteur-là d'épargner le pays de ces détournements qui se font comme si c'était devenu un sport. Donc c'est un détournement de 2 milliards. C'est un détournement. Le ministre dont il est question, c'est un ministre qui se fait passer pour un proche du chef de l'État, un intime du chef de l'État. Ce ministre, il part, il revient. Ce ministre, il est prêt à tout au nom de ses petits intérêts. Même les sociétés ou bien les structures qu'il a eu à diriger quand il était entre-temps directeur général, il n'a même pas cette envie-là de lâcher prise au niveau de là. C'est comme ce monsieur-là est devenu un chercheur de bien-être. Partout où il sent que c'est bon, franchement, il n'hésite pas à faire des intrusions et à causer la grande casse. Le ministre en question, je crois que ça fait grand bruit, même au niveau de la primature, où on a sommé le ministre de justifier un peu la disparition de ces 2 milliards. Aujourd'hui, on se replie derrière le chef de l'État. Comme le disent les Ivoiriens, c'est avec la bouche du chef de l'État qu'on prend pour manger son mauvais piment. Et ils sont dans leur rôle, ils le font bien. On dit qu'on a pris ça pour des activités qui rentrent dans le cadre de ce que le chef de l'État a voulu. Est-ce que le chef de l'État leur a demandé ça? Là, je crois qu'on leur a demandé d'apporter les preuves matérielles de ce qu'ils ont fait de l'usage de ces 2 milliards. Je crois que ça va être difficile, très difficile de choses. Donc ce ministre, franchement, la République, à l'heure où on veut relancer le pays, on n'a pas besoin d'un tel profil. Franchement, il va falloir que le chef de l'État prenne ses responsabilités pour quand même nettoyer la galerie. Parce que des gens qui sont censés accompagner une dynamique courageuse du chef de l'État, qui se reconvertissent en des épouvantails à faire mal aux caisses, aux avoirs de l'État, c'est extrêmement grave. Le chef de l'État leur a demandé seulement de faire le travail pour lequel ils sont investis. Ils ont été nommés. Mais allez maintenant, surtout ce ministre, franchement, et les gens le connaîtront parce que certains sont heureux. Ça s'est déjà ébruité un peu dans la ville. C'est un ministre qui est du Septentrion, qui, franchement, n'a pas bonne presse par rapport à son faible pour les espèces sonnantes et trébuchantes. C'est triste que ce ministre en soit arrivé là. Tous les coups foirés, tous les projets bidons qui ne portent rien, ce ministre-là, ça porte sa griffe. Et c'est dommage. On ne peut pas continuer à faire du chemin avec quelqu'un comme ça. Là, c'est une bien curiosité que ce ministre-là devienne de fait un épouvantail à faire peur à la manne. Qu'il gère. C'est triste, il va falloir qu'il rende compte et que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Il faut qu'on le sanctionne, on va le sanctionner avec à l'actif le remboursement des montants détournés par devers sa personne. Voilà Loïc Lawson, sur le plan moralité, est-ce qu'aujourd'hui il serait bien séant que la presse parle d'un ministre qui est censé montrer de bons exemples aux citoyens de dilapidation ou de détournement de fonds, puisqu'on a vu le chef de l'État le 26 avril dernier parler de surfacturation au sein du gouvernement, et ça a fait mal. Oui, c'est le rôle de la presse de tirer sur la sonnette d'alarme quand ça ne va pas. Et quand un ministre qui est censé servir l'État et servir les concitoyens se sert, il est pour se servir, comme tu dis, la presse doit le dénoncer. Que ce soit ici au Togo, à Paris, Washington, c'est le rôle de la presse, il doit le faire. Et ce ministre, il faut le dire, il n'est jamais satisfait. Il a l'air d'un agneau. Dans sa veste de paysan, tu le vois, mais attention, il est plus dangereux que tout. Quand tu prends son poste, il est prêt à faire tous les coups bas pour revenir à son poste et à te faire chasser. Il a toutes les manières, parce qu'il a l'air d'un agneau. Quand il te parle, tu trouves en lui un agneau, quelqu'un de sérieux. Mais attention, il aime trop les billets de banque. Et il s'enrichit aveuglement. Il dérange les directeurs de société qui sont sous sa tutelle. Il ne s'entend pas avec eux parce que certains ont fermé ces bas là où il s'enrichit, son robinet. Donc, moi je dis jeudi, Tchakala n'a pas le courage de donner le nom. Jeudi, Flambeau des démocrates donnera on le publiera en manchette à la une.
En tout cas, Et vous on avez reviendra ici pour en pour en parler. En tout cas, vous avez compris, il nous reste plus beaucoup de temps, mais nous allons rapidement scruter ensemble avec vous la une de Courrier de la République. Vous avez également parlé des éperviers du Togo, déplumés, humiliés par le Sili national, mais demain nous serons quand même à Tamale pour jouer notre qualification. Si tout va bien, on sera qualifié demain. Oui, on n'a pas besoin d'attendre la dernière journée et surtout faire le déplacement de Tamale. Ouais, on pouvait éviter tout ça. On pouvait éviter tout ça là en faisant une bonne prestation ici, en approchant les 3 points. Moi, Mais vous semblez comprendre ce qui s'était produit samedi dernier, puisque vous titrez Magie Noire, promesse non tenue. Oui, absolument. Bon, nous n'accordons pas de crédit à ça, mais je crois que nous devrons parler. Parce que depuis 10 ans, aucune équipe n'est allée en Ouganda gagner cette équipe-là. Le Togo est le seul à réaliser cette prouesse. En aller comme en Même le Ghana a trébuché la dernière le fois. Ghana, la Kampala. Guinée, tous sont allés mordre la poussière. Ça veut dire que le Togo a frappé un grand coup. Maintenant, certains mettent ça sous le dos d'un préparateur mystique qui se serait rendu coupable de cette prouesse d'aller pour faire courber les Chines à l'équipe nationale ougandaise. Maintenant, toute prestation a un coût. Maintenant, grisé par les 2 victoires qui relançaient le Togo, certains ont omis de régler le dû à ce show-là qui, très en colère, aurait promis l'enfer terrestre aux éperviers. Et un cadre des éperviers au parfum de la situation, de la très désobéissante situation, a accepté régler ce petit différend financier-là. Donc, naturellement, la donne devrait changer. Mais il ne fallait pas que le goal Nguissan soit dans les perches du Togo. Mais le coach Tchanile Tchakala s'est entêté de garder. Et vous voyez les 3 buts sur presque la quasi-totalité des buts que le Togo a encaissés, ça passait par des gaffes du gardien de but. Donc moi, j'ai voulu balayer du revers de la main cette situation qu'on a eu à m'apporter. Mais finalement, voyant un peu ce que le goal a fait, je me dis que quelque part, ça peut être vrai. En tout cas, on va revenir en parler. Malheureusement, les minutes sont complètement épuisées. On a même grignoté quelques 2. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Loïc Lawson de Flambeau des Démocrates qui sera dans les kiosques jeudi et nous serons ici pour décrypter ensemble la une. Et je vous invite également à aller dans les kiosques parce que c'est déjà depuis hier que Courrier de la République est dans les kiosques aussi bien que d'autres journaux. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas également de surfer sur le www.togovision.com et sur le www.emergence-togo.com. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Au revoir.